détermination donc, de la communauté internationale provoque chez vous, M. Diarra, un sentiment de résignation ou alors vous êtes toujours aussi opposé à l'intervention militaire au Mali? Effectivement, moi je pense que l'accélération du processus d'intervention militaire au Mali, je pense que la communauté internationale devait, euh, devait se réveiller avant qu'on arrive à ce stade de la situation. Parce que la communauté internationale a vu, tout le monde était au courant qu'au Mali, que cette situation s'empirait avant l'action sanitaire de l'armée malienne. Vous faites référence au coup Au d'État. coup d'État, tout à fait. Parce que quand il y a eu le meurtre, les tueries d'Agel Hog, la communauté internationale était témoin de cette situation. On a égorgé une centaine de soldats maliens à Agel Hog. Personne ne s'est ému de cette situation. Et les femmes des militaires ont marché sur le palais présidentiel. Et cette communauté internationale, elle était au courant de cette situation. Ni la France à travers son ministre des Affaires étrangères à l'époque, Alain Juppé, a même parlé d'une certaine victoire du mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA. Donc moi je pense que cette communauté internationale fait des gesticulations alors qu'elle est au cœur même de ce problème malien. Ce qui se passe au Mali, seul le Mali est la seule victime de cette situation. Et la communauté internationale n'a rien fait dans ce sens pour pouvoir éviter au peuple malien, à cette population du Nord qui souffre dans sa chair aujourd'hui, que je compatis à sa situation. Et moi, je pense que la guerre ne peut pas être une solution radicale. Elle n'est pas la solution unique. Oui, alors donc justement, maintenant que vous dites que la communauté internationale n'a pas bougé au moment où il fallait, mais maintenant qu'on est dans cette situation, oui. Apparemment, une des solutions semble être la guerre, Tiambel Gimbayara. Il faut cette intervention, il la faut pour le Mali, pour l'Afrique et pour l'humanité et le monde tout entier. Parce que le nord du Mali est devenu un sanctuaire des narco-djihado-terroristes. Et alors, l'Afrique, le Mali ne devrait pas laisser cette zone quand même prospérer, un État narcotrafiquant qui va menacer la sécurité des populations du Nord, qui va imposer une charia à ces pauvres populations-là, et puis exporter ce djihad-là au-delà des frontières africaines qui sont d'abord là. Et donc le Mali a une occasion, à mon humble avis, de montrer qu'elle est prête à renoncer à tout ou partie de sa souveraineté pour l'édification de l'Union africaine. Elle l'a écrite en préambule de sa constitution du 25 février 1992. Elle peut la réaliser en invitant ses frères africains à sécuriser les villes que l'armée nationale va libérer. Parce que le Mali a été agressé, certes, et les Maliens, avant de tirer toute conclusion de cette situation calamiteuse et de cette gestion, devraient quand même s'atteler et regarder et répondre à la main tendue de l'Occident, à la main tendue de la communauté internationale, pardon, autant pour moi, pour réaliser enfin ce vœu-là qui est de... Parce que le terrorisme n'est pas qu'un problème malien. Et on a vu ailleurs, la communauté internationale, elle n'a pas pu faire face en Afghanistan et ailleurs, elle n'a pas fait face concrètement à cette problématique. Aujourd'hui, on a une chance que les Africains sont prêts à se donner les mains et à se battre pour extirper ce mal de ce continent-là. Et donc, il faut la saisir pour aller jusqu'au bout. Salif Savane, votre première réaction sur la détermination de la CEDEAO? Oui, non, moi je constate, quand j'observe le travail que fait le médiateur, j'observe que le médiateur cherche à concilier, c'est le rôle de médiateur, cherche à concilier deux positions. Cette guerre, enfin cette reconquête du nord du Mali, ne peut se faire sans l'assentiment de l'Algérie. Et dans une moindre mesure de la Mauritanie. Voilà deux pays voisins. L'Algérie a au moins 1600 km de frontières, 1400, 1600 km de frontières avec le Mali, qui ne veut pas d'une intervention. Et dans la région, c'est un pays qui est puissant. Donc il faut, je vois que le médiateur essaie de concilier la position de la CEDEAO
de l'Union européenne, enfin des Nations Unies, puissance occidentale, et celle de l'Algérie et de la Mauritanie. C'est-à-dire que un processus de dialogue est engagé, essayant d'amener les leaders d'Ansar Eddine à récipiscence, évidemment, pour donnant sa chance à la négociation, pour éviter éventuellement cette intervention. Donc, je pense que ce projet d'intervention est une épée de Damoclès sur la tête des islamistes, des djihadistes, pour qu'ils comprennent que, bon, ça c'est pour Ansar Eddine. Quant au Moudjahou, il semble que, bon, c'est une entité qui est en train de se déliter sur le terrain. Un des membres, le responsable de l'une des katibas de ce mouvement, qui était d'ailleurs le seul Africain noir, vient de claquer la porte avec fracas en dénonçant le racisme qui existait au sein de ce mouvement et est reparti dans son pays d'origine, qui est le Niger. Oui, mais alors justement, aux dernières nouvelles, il semble que pour une fois, le MNLA et Ansar Eddine vont s'asseoir à la même table. Oui, justement, on fait en sorte. Oui. Le MNLA n'était pas pour la charia, avait des revendications identitaires nationales. Enfin, c'est quand même paradoxal que des laïcs se mettent avec des gens qui réclament de la charia. C'est-à-dire que le MNLA, qui avait des revendications essentiellement identitaires, est ainsi avec Ansar Eddine, parce qu'ils sont en Touareg. Il ne faut pas oublier qu'ils sont en Touareg. Ansar Eddine est un mouvement Touareg. C'est un mouvement Touareg, il faut le dire, qui est de près ou de loin est contrôlé par l'Algérie. Donc bon, alors, ils vont s'asseoir, ils vont discuter, et je pense qu'on va trouver une solution. On fera tout pour éviter une intervention du côté d'Alger. Alors Mohamed Diarra voulait réagir au propos de Thiambel. Nous, on n'est pas, au Parti Sadi, on n'est pas opposé à une intervention militaire. Mais on est opposé à une intervention militaire étrangère, parce que ça risque de complexifier le problème. Et pourquoi? Une fois que les étrangers mettront les pieds au Mali, le problème va être global. Et les plus grandes armées du monde se sont retrouvées en Afghanistan. Il s'agit des Africains. Les plus grandes armées du monde, les plus sophistiquées, sont en Afghanistan. Oui. Et il y a la Fondation Carnegie qui a fait une étude. Au départ des Américains en 2014, les talibans vont revenir au pouvoir. Vous voyez que la détermination de ces islamistes, ce n'est pas toujours évident. Et vous pensez que ça va être le cas au Mali? Ça risque d'être une afghanisation du Mali. Non, voilà. Alors justement, monsieur Diarra, oui. Et les populations seront les premières victimes de cette situation. Il faut faire la part des choses entre... Donc selon vous, c'est l'armée malienne seule qui doit... L'armée malienne doit être équipée, formée pour faire face à cette situation. Mais le temps de la formation... Quelle armée malienne d'abord? Voilà, ça c'est la première question. Quelle armée malienne? Oui. Pas l'armée malienne telle qu'on la voit, qui est une armée ététée, qui n'a plus de hiérarchie, avec des officiers subalternes de rang intermédiaire qui ont voulu avaliser un coup d'État. Je ne crois pas que la communauté internationale puisse accepter ça. Le plus important, et M. Diarra ne le dit pas, c'est gagner la paix. C'est bien d'aller à la guerre. Il faut gagner la paix. Il faut réfléchir au scénario pour qu'après la guerre, les conditions soient réunies pour qu'il y ait un apaisement durable dans le nord du Mali. Non, la paix passe par là. Oui, Thiambel. La paix passe bien sûr par une préparation. L'après-guerre doit se préparer par la justice, par la réconciliation. Mais ceci n'est pas un blanc-seing entre les mains de ceux qui ont commis en tout cas des actes répréhensibles, criminels, de ne pas passer devant la justice et de but en blanc se retrouver autour d'une table de discussion. Ça, c'est un premier point. Le second point est que M. Diarra n'a pas compris que nous avions des Africains. Ce sont des frères africains qui viennent épauler. Et l'armée malienne monte au créneau. Et les villes libérées, selon leur stratégie, la stratégie globale dégagée jusque-là, les villes libérées seront sécurisées par les frères africains qui seront là pour épauler le Mali. Ce n'est pas une armée internationale étrangère, blanche, qui va venir squatter le Nord Mali. Il s'agit des frères africains qui vont appuyer l'effort des forces armées de sécurité du Mali. Il faut faire attention, il faut faire très attention. Quand on prend le cas de l'Afghanistan, le mouvement taliban reposait sur
40 millions de Pashtuns qui sont de deux côtés, comme de l'autre de la l'autre, frontière. tout à fait. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Et dans la durée, au bout de 10 ans, il y a eu un sentiment nationaliste afghan, c'est-à-dire qu'on soit tadjik ou ouzbek, qui dit aux étrangers, qu'est-ce que vous faites là? Ça fait 11 ans que vous êtes là, qu'est-ce que vous faites là? Voilà. Alors, Monsieur Diarra, je m'adresse à vous. Oui. La réunion des responsables de l'OTAN qui a eu lieu à Paris donc, cette semaine, les Américains ont clairement donné leur position. Pour eux, il s'agit d'un coup d'État. Et la loi américaine interdit justement de fournir des armes tant que les auteurs du coup d'État ont une influence dans la vie politique et des institutions. Or, il semblerait que, il est avéré que le capitaine Sanogo et les siens continuent en coulisses de vouloir occuper le devant de la scène, même s'ils sont en retrait parce qu'il y a un président intérimaire, il y a un premier ministre, mais ils ont des arrière-pensées, dit-on, qui font qu'on ne peut pas les équiper cette énergie qu'ils ont montrée à vouloir réclamer les armes qui étaient bloquées dans les ports africains laisse la porte ouverte à tous les soupçons. La position des États-Unis est sur cette position. C'est une position qui est partagée également par les autres membres de la coalition. Mais par rapport à cette situation, les États-Unis ne sont pas toujours cohérents par rapport à leur stratégie selon ce qui les arrange en général. Les Américains, on a vu des coups d'État partout en Afrique. Les personnes qui les arrangent toujours, s'ils ont la bénédiction, ils ont la caution de ces pays occidentaux, le coup d'État est toujours le bienvenu. Moi, en tant que démocrate, je ne cautionne jamais un coup d'État. Je ne peux jamais cautionner un coup d'État. Vous parlez d'action salutaire mais il n'y avait pas d'État au Mali. Je ne peux pas parler du coup d'État alors qu'il n'y avait pas d'État. Il n'y avait pas d'État, il y avait une déliquescence de l'État. L'État n'existait pas. Oui, c'est difficile. On était en démocratie, on était à la veille d'un scrutin. Même si on n'est pas d'accord avec un président de la République, il a été démocratiquement élu. Je crois que la voie la mieux indiquée. On était à un mois du scrutin. La voie la mieux indiquée, c'était de le battre. C'était de le battre aux urnes. En tout cas, c'était la voie la mieux indiquée par rapport à cette question. Mais il n'y avait même pas question de le battre. Allez-y savoir. Il ne devait pas se représenter. Pour le faire, il fallait modifier la Constitution. La Constitution n'était pas modifiée. Et tout a été mis en œuvre pour qu'il n'y ait même pas d'élection. Et vous pensez qu'il a laissé la situation pourrie au Nord Mali pour en tirer prétexte et ne pas organiser les élections? Pascal, ce qui se passe, c'est que les gens, à partir de l'Occident, essaient de faire croire, comme si les Maliens, dans leur grande majorité, c'est des ignorants qui connaissent rien à la politique. Toute la population malienne ne peut pas être une population qui ne connaissait rien. Analphabète, ça ne veut pas dire que on ne connaît rien dans la façon de... On a du bon sens. Voilà, exactement. Mais pourquoi le coup d'État n'a pas été dénoncé? Il n'y a pas une marée humaine dans le rue du Bamako, dans toutes les capitales régionales, pour pouvoir dénoncer. Et ce coup d'État a été beaucoup... Ceux qui l'ont supporté, soutenu, béni ce coup d'État, se sont manifestés. Mais beaucoup de populations maliennes ont approuvé sans sortir. Bon, d'accord, très bien. Mais maintenant, on n'en est plus là. Voilà. Donc, on va aller à la guerre ou pas? Tiens, Belle, on va pas refaire l'histoire. On ne va pas refaire l'histoire, on ne va pas faire l'apologie d'un coup d'État parce que le coup d'État est puni par l'article 121 de la Constitution malienne, cette Constitution qu'on a rétablie. De toutes les manières, on était en démocratie, on était dans un processus évolutif avec ses erreurs et ses insuffisances. En démocratie, quand on a quelque chose contre un pouvoir, un régime, un homme, quand soit peu, il y a une justice qui est censée. Donc, il fallait saisir la justice, déposer des dossiers devant la justice. Au-delà de cet aspect-là, je crois qu'on assiste quand même à une certaine internationalisation de cette zone-là, avec un appel devant Boko Haram, le Moujao, qui est une création des frères et d'autres. Donc, globalement, le Mali ne peut pas seul monter au créneau et combattre. C'est là, si les frères africains se disent déterminés, et on ne peut pas être membre de la CEDEAO, appliquer la loi de la CEDEAO aux autres pays, intervenir en Sierra Leone, au Libéria quand il faut, et ne pas vouloir que les frères africains viennent au Mali, surtout qu'il y a une nécessité. Et surtout que le Nigeria, quelques enclaves est menacé, surtout que le Nigeria, où cette zone-là constitue un refuge pour Boko Haram, et surtout qu'on est à quelques pas de l'Europe. Et donc tout à fait, c'est normal, c'est naturel,
Et c'est dans ces droits que la communauté internationale accompagne cet effort-là, appuie cet effort-là, mais avec le Mali aussi qui défend ses intérêts. Et justement, c'est une de ces voix-là discordantes qui font que le Mali, ne parlant pas de la même voix, vous donnez un accès à l'ennemi de pouvoir diviser pour mieux régner. Oui, ça va, et on va juste conclure. ajouter un bémol. Monsieur Djambel a parlé de démocratie. Bon, au-delà de l'exemple malien, il faut faire attention. Je ne parle pas du Mali en particulier, mais M. Djambel sait très bien que la majorité des pays africains qui ont accédé à la démocratie sont des démocratures. C'est-à-dire qu'on organise des élections, on organise des scrutins, mais on s'arrange toujours avec les chiffres pour que la volonté populaire ne puisse pas être respectée. Donc il faut se demander si les Maliens qui par leur silence ont accepté ce coup d'État, je dis l'accepter entre guillemets, croyez, il faut se poser la question de savoir si ces Maliens croyaient ou croient en la démocratie malienne. Oui, monsieur Diarra semblait nous dire que l'attitude de la classe politique, la forfaiture dont elle a été coupable, a découragé un peu les Maliens de la politique et il semblait effectivement ce qui s'est dit même au Mali. Rapidement, et on va conclure sur le Mali. Oui, et effectivement ce qui s'est dit, ce qui s'est fait réellement, toutes les élections qui se sont passées au Mali de 92, ce n'étaient pas des élections libres et transparentes. Il y a eu toujours des d'Alpha. Même les élections, je ne parle pas de l'élection des Alpha, mais les élections en général, les élections ne sont pas libres, crédibles et transparentes. Sur ce plan, le citoyen malien pense que aller aux élections, c'est toujours à l'arrivée la personne qui est indiquée qui va prendre. Donc ça a été un tour de passe-passe entre Alpha et ATT. Donc sur ce plan, pour revenir un peu à ce que Djambel, par rapport à l'intervention militaire occidentale au Mali, moi je pense que je pense que la CEDEAO a toujours montré ses limites. La CEDEAO ne peut pas être la solution pour le Mali. Mais c'est pour ça qu'elle est accompagnée d'une coalition étrangère. Donc comme mes confrères, ils disent que il n'y aura pas de troupes européennes au Mali. Qui en sait? Très bien. Qui en sait? Monsieur, on va conclure là-dessus. Attendons les semaines suivantes. Attendons les développements. On parle des forces spéciales françaises qui sont en train d'entraîner. Justement, vous sembliez appeler la formation et l'encadrement de tous vos voeux en début d'émission. Il y a 200 instructeurs qui iront. Très bien. Ça va décider. Messieurs, on va conclure là-dessus. C'est tout pour le Mali aujourd'hui. Alors, on va aller au Sénégal. Le Sénégal, comme je vous